Tout au long de l'histoire du monde, nos terres ont eu de nombreux dirigeants, des tribus anciennes aux comtes, ducs, rois et surtout empereurs. De nombreux ont été les empires qui ont existé. Certains n'étaient même des empires que de nom, car leur taille territoriale ne semblait pas vraiment celle d'un empire, mais beaucoup d'autres étaient énormément grands. Dans cette vidéo, je vais parler des 10 plus grands empires de l'histoire. En 10e place, le Portugal. L'empire du Portugal, comme quelques-uns sur cette liste, était un empire colonial, ce qui signifie que la puissance européenne a voyagé par mer à la découverte de nouvelles terres et les a revendiquées en son nom, exploitant les ressources de ces territoires et leur utilisation pour dominer les routes maritimes et le commerce. Cela contraste avec d'autres empires qui cherchaient à étendre leur règne territorial dans des terres adjacentes aux leurs, comme c'était le cas avec l'Empire romain, par exemple. Cependant, en particulier en raison de cette nature, c'était le premier empire mondial de l'histoire et l'un des plus longtemps vécus jamais. Il a commencé avec la conquête de Ceuta en l'an 1415 et s'est techniquement terminé seulement en 1999, lorsque le Portugal a remis Macao à la Chine, presque 600 ans pendant lesquels ils ont osé s'aventurer dans les vastes océans, alors pour la plupart inexplorés, atteignant des terres et des routes maritimes jamais vues auparavant par les Européens et ouvrant la voie aux empires coloniaux d'autres puissances européennes. La naissance de l'Empire avait deux origines, la continuation de l'idée de la Reconquista, conduisant les rois portugais à s'aventurer en Afrique du Nord, luttant contre les Maures, et le lourd investissement que les rois et princes portugais avaient dans la technologie maritime. Il y avait des excursions initiales sur la côte africaine, préparant la colonisation de ces territoires en les rendant accessibles. Après avoir franchi le cap de Bonne-Espérance dans l'Afrique du Sud d'aujourd'hui, ils ont atteint l'océan Indien, l'Inde elle-même, l'Indonésie, la Chine et le Japon. Grâce à ces explorations, les Portugais ont établi des échanges commerciaux avec les dirigeants locaux et ont imposé leur pouvoir par la construction et l'entretien de forteresses, comptoirs commerciaux appelés feituria. En résumé, ils ne parvenaient pas à établir un véritable royaume et à affirmer leur autorité sur le territoire. Ils se contentaient d'établir une présence sur le territoire. Ce n'est qu'en Afrique et ensuite en Amérique qu'ils ont établi des colonies au sens le plus courant du terme. Une grande partie des terres de l'Empire portugais se trouvait au Brésil, qui a rapidement obtenu son indépendance en tant qu'empire à part entière, devenant même plus grand que tous les territoires portugais restants à l'époque. Plus de terres ont été perdues au profit des Hollandais à l'époque de l'Union ibérique, car ils étaient en guerre avec les dirigeants temporaires du Portugal, les Espagnols. Le reste est resté jusqu'à la fin du XXe siècle, car ils ont finalement obtenu leur indépendance méritée après la mise en œuvre de la démocratie au Portugal. Ensuite, au numéro 9, nous nous rendons en Asie, à l'époque de la dynastie Yuan. Le yuan est apparu suite à l'effondrement de l'Empire mongol, quelque chose que je mentionnerai plus loin lorsque nous arriverons à l'Empire mongol sur cette liste. Bien que les Mongols aient régné sur des territoires, y compris le nord de la Chine pendant des décennies, ce n'est qu'en 1271 que le Kublai Khan a officiellement proclamé la dynastie dans le style chinois traditionnel, régnant jusqu'en 1368. Son royaume était à ce moment-là isolé des autres khanates mongols et contrôlait la plupart de la Chine moderne, des zones environnantes, y compris la Mongolie moderne. En plus d'être empereur de Chine, Kublai Khan revendiquait également le titre de Grand Khan. Et donc, le yuan était parfois aussi appelé l'Empire du Grand Khan. Essentiellement, il s'agissait de la partie de l'Empire mongol, en Mongolie et en Chine actuelle. Alors que l'Empire s'effondrait, il est devenu un empire à part entière jusqu'au début de sa période de décadence. D'après ce que j'ai compris, les luttes internes de pouvoir et la mauvaise administration ont conduit à l'affaiblissement de leur pouvoir. Les hors-la-loi ont gagné en force et les armées de Yuan ont diminué. Finalement, ils ont perdu tout pouvoir et ont été succédés par la dynastie Ming en Chine, la Pagmodrupa au Tibet et seuls quelques parents éloignés ont maintenu un certain pouvoir en Mongolie même. Retour à l'ouest et au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Europe, les Omeyyades de 661 à 750. À son apogée, l'empire omeyyade occupait pratiquement tout le Moyen-Orient, s'étendant jusqu'au Caucase, en Perse, dans toute l'Afrique du Nord et presque toute la péninsule ibérique. D'après ce que j'ai pu trouver, son origine a à voir avec le prophète musulman Muhammad et l'expansion de l'islam à ses débuts. Le premier dirigeant omeyyade était Uthman, le secrétaire de Muhammad et son troisième successeur. La vérité est que ce n'est pas la dynastie omeyyade qui a conquis tous ces territoires, car elle en a hérité de nombreux de l'empire Rashidoun, le premier des 4 grands empires établis après la mort de Muhammad.
les Rachidones détenaient déjà la plupart du Moyen-Orient, de la Perse et de l'Égypte, qu'ils avaient conquis par leur propre mérite, mais aussi grâce à une bonne saisie d'opportunités, car il y avait de grands conflits entre l'Empire byzantin et la Perse. Les Arabes ont pu profiter de cela et s'affirmer comme la principale puissance de la région. Les Omeyyades ont ensuite hérité de ces terres et les ont encore étendues, conquérant le Maghreb et la péninsule ibérique. Si les Rachidounes avaient l'avantage d'être la principale force représentant la foi islamique parmi les Arabes, les Omeyyades avaient un avantage tout aussi grand. L'islam commençait à se répandre parmi les populations non arabes de leur empire, qu'ils pouvaient alors mobiliser pour leur conquête. En fait, on dit que la conquête de la péninsule ibérique a été principalement accomplie par des forces berbères qui s'étaient converties à l'islam sous le règne des Omeyyades. Essentiellement, ils étaient un grand empire parce qu'ils ont hérité des Rachidounes et que les Rachidounes et les Oumayyades ont pu maintenir un si grand empire et se sont développés grâce à l'émergence et à l'expansion de la foi musulmane qu'ils incarnaient. Leur chute est survenue après une défaite contre les Byzantins à Constantinople, mettant fin à leur expansion dans les Balkans. Des réformes ratées visant à égaliser le peuple ont conduit à des rivalités internes et une reconquista commençant au Portugal et en Espagne a également contribué à leur perte. Après de nombreuses défaites en Ibérie, les Oumayyades ont fait face à une révolte interne menée par la famille abbasside qui a ensuite pris le pouvoir et le contrôle de leurs terres. Cependant, l'empire arabe n'a pas été entièrement détruit, et on l'appelle désormais l'empire abbasside, qui se classe toujours 7e parmi les plus grands empires du monde, bien que ce soit quelque peu injuste qu'il occupe 2 places, étant donné qu'il s'agit techniquement du même empire, juste avec des dynasties dirigeantes différentes. On dit que les Oumayyades utilisaient un étendard blanc uni, tandis que les Abbassides utilisaient un étendard noir uni, étant un empire de 750 à 1258. À cette époque, leur territoire avait été quelque peu réduit et la frontière qui se trouvait auparavant au nord de la péninsule ibérique était maintenant en Tunisie. L'expansion avait été repoussée. Mais voici le truc, il y avait encore des Maures dans la péninsule ibérique et en fait, les Oumayyades les gouvernaient toujours à cause des luttes internes. Les Abbassides ont été contraints de céder le pouvoir local de la péninsule ibérique du sud aux Oumayyades. Et en fait, cela s'est répété dans presque toutes les régions, donc leur emprise sur le pouvoir s'affaiblissait année après année. Le Maroc est passé aux Idrissides, l'Égypte aux Pharamides et la Perse aux Safarides, et leur pouvoir politique a été de plus en plus limité, jusqu'à ce qu'il n'ait plus qu'une fonction religieuse purement cérémonielle dans la plupart des terres, ne conservant le contrôle que de la région de la Mésopotamie. Ils ont abandonné la Mésopotamie après l'invasion des Mongols et le sac de Bagdad, fuyant vers le Caire où ils se sont installés. À ce stade, leur règne était sévèrement, sinon presque totalement, limité, et les dynasties auxquelles ils avaient délégué des portions de l'Empire ont pris le contrôle total en tant qu'États indépendants. Viennent ensuite les Français. Nous devons diviser l'Empire français en 2. Le premier s'est principalement concentré sur l'Europe continentale avec la conquête de la majeure partie du continent par Napoléon. Cela a été de 1804 à 1815. Grâce à ces conquêtes, la France a directement régné ou par l'intermédiaire d'États clients sur l'Espagne, la France elle-même avec une grande expansion territoriale atteignant la Belgique, la Rhénanie et les Pays-Bas, la majeure partie de l'ouest de l'Allemagne, la Pologne et l'Italie. Et puis nous avons l'empire colonial réel de la France. La France a régné sur une portion gigantesque de l'actuel Canada et des États-Unis. Ils ont perdu les États-Unis avec la décision de Napoléon de vendre la Louisiane, abandonnant une politique coloniale forte pour se concentrer sur ses conquêtes européennes. La perte du Canada est liée à la défaite française contre les Britanniques lors d'une guerre. Cependant, leur empire colonial n'était pas totalement perdu. Et sur cette carte, en bleu foncé, nous pouvons voir les possessions coloniales qu'ils ont continué à avoir ou dans lesquelles ils se sont étendus après 1830. Beaucoup d'Afrique du Nord-Ouest, la Guyane française, des parties du Moyen-Orient, Madagascar et l'Indochine française. Il n'y a pas grand-chose à dire sur celui-ci autre que de décrire ce qu'il était, un empire colonial dans lequel ils se sont étendus, comme l'ont fait d'autres nations européennes, et un empire continental qu'ils ont conquis avec Napoléon. L'empire européen a été perdu avec la défaite de Napoléon, et le colonial a été perdu d'abord avec les pertes américaines que je viens de mentionner, puis le reste après la fin de la Seconde Guerre mondiale et le début du processus de décolonisation de l'Afrique. Je pourrais détailler l'acquisition et la perte de chaque territoire, mais ce serait trop approfondi pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez des vidéos approfondies sur certains de ces empires. L'empire espagnol se classe dans le top 5. Celui-ci suit la tendance française d'avoir à la fois une dimension continentale européenne et une dimension coloniale. Sur le continent, il détenait beaucoup de terres grâce à des unions dynastiques et à des héritages plus qu'à la conquête.
via la branche espagnole des Habsbourg. En raison de ces raisons dynastiques, ils régnaient sur la Sardaigne, la Sicile, Naples, Milan et les Pays-Bas, des territoires qu'ils ont perdus jusqu'en 1714. Grâce à leur empire colonial, ils ont également régné sur une partie des Caraïbes, avec une attention particulière pour Cuba et Porto Rico, qu'ils ont perdus, ainsi que les Philippines, au profit des États-Unis après avoir été défaits dans une guerre contre eux. Leurs possessions américaines étaient incroyablement vastes, occupant essentiellement toute l'Amérique du Sud, à l'exception du Brésil et des Guyanes, toute l'Amérique centrale, tout le Mexique et s'étendant immensément aux États-Unis. Ces terres en Amérique, ils les ont perdues pendant les guerres d'indépendance hispano-américaines de 1808 à 1833. Ils ont temporairement régné sur la Louisiane, mais cela avait juste à voir avec une certaine stratégie d'affaires familiale de Napoléon. Pendant une période, l'Empire espagnol s'est encore agrandi à l'époque de l'Union ibérique, quand, en raison de l'absence d'un héritier, le roi espagnol a hérité de la couronne et de l'Empire portugais, devenant entre 1580 et 1640 sans doute l'un des ou l'empereur le plus puissant du monde à l'époque. Puis, comme tous les autres empires, en particulier les coloniaux, ils ont perdu leur pouvoir et leur influence au fil du temps. Les derniers vestiges de l'Empire étaient les possessions africaines, limitées car, en raison du traité de Tordesillas signé au premier jour du colonialisme européen, lorsque le Portugal et l'Espagne étaient les premiers et seuls explorateurs du Nouveau Monde, ils ont divisé les découvertes potentielles et l'Espagne a obtenu la majeure partie de l'Amérique tandis que le Portugal a obtenu l'Afrique. Mais même ces petites terres espagnoles africaines ont été perdues lors de la décolonisation de l'Afrique. Occupant une grande partie du territoire de la Chine moderne, bien qu'il compte également de nombreux États vassaux, l'Empire Qing. La dynastie Qing était la dernière dynastie impériale de Chine. Elle a été établie en 1636 et a régné sur la Chine de 1644 à 1912. Elle a succédé à la dynastie Ming et a précédé la République de Chine. L'Empire a duré presque 3 siècles et a formé la base territoriale de la Chine moderne. Fondés par les Mandchous, l'un des 5 peuples de Chine, ils ont établi un État mandchou. Leur pouvoir a commencé à croître en Mandchourie et peu de temps après, ils ont pu attaquer la dynastie Ming qui régnait sur la Chine à l'époque, en défaite leur armée. Occupant plusieurs villes frontalières puis envahissant complètement le reste, après avoir établi le contrôle des territoires de Ming, ils les ont encore étendus. La dynastie Qing occupait toute la Chine moderne, le Tibet, Taïwan et comptait plusieurs États tributaires tels que le Népal, la Birmanie, le Siam, le Laos, le Tonkin dans le Vietnam d'aujourd'hui et la Corée. Mais leur règne a finalement pris fin. Après plus d'un siècle de problèmes avec l'Ouest, à travers la colonisation, la cession de villes pour le commerce et les guerres qu'ils ont perdues, la dynastie Qing s'est effondrée au début des années 1900. Les problèmes internes ont également joué un rôle majeur dans leur chute, l'un d'eux étant la croissance de la population qui a conduit à des pénuries alimentaires et à des famines régulières. Avec leur effondrement, une période de 2000 ans de la Chine impériale a pris fin et la Chine est devenue une république. L'Empire russe ouvre le top 3. C'était essentiellement juste un changement de marque du Tsarat de Russie de 1721 à 1917. Le Tsarat lui-même existait depuis 1547 et avant cela, le Grand-Duché de Moscou depuis 1283. Il est important de mentionner ces 3 phases car c'est à travers elles que le territoire de la Russie a continué à croître, alors que d'abord le duché, puis le Tsarat et enfin l'Empire étendaient leur règne sur des terres de plus en plus éloignées du territoire central de Moscou. La raison pour laquelle ils se sont tant développés et sont devenus si énormes est que le territoire était très peu occupé. Autrefois, les nations pouvaient revendiquer de larges territoires sans contestation. Essentiellement, ils ont conquis de plus en plus de terres parce que c'était facile à faire. Ils ont cependant eu quelques conquêtes difficiles, comme l'accès à la Baltique en allant en guerre contre la Suède, puis la Pologne, des terres dans le sud lors de guerres contre les Ottomans et les Perses, l'expansion dans le Caucase, des terres en Chine et l'expansion en Alaska qu'ils ont conservées jusqu'à sa vente aux États-Unis. La plupart des autres territoires sont restés russes jusqu'à la fin de l'Union soviétique. En deuxième place, ayant occupé un territoire qui appartenait plus tard aux Russes, l'Empire mongol. De 1206 à 1368, l'Empire mongol est passé d'un domaine de taille raisonnable en Mongolie à un empire nomade qui s'étendait de la Corée et du sud de la Chine à l'Ukraine et à la côte baltique. Son premier et plus grand dirigeant était Genghis Khan, un homme extrêmement doué en tant que général pour ses troupes. Cependant, un détail important était l'existence de nombreux autres généraux forts, puissants et compétents qui dirigeaient diverses armées
ou hordes, de sorte que l'Empire pouvait s'étendre dans diverses directions en même temps, sans dépendre d'une seule grande force. C'est peut-être pour cela qu'il s'est étendu si rapidement. Une autre raison est que beaucoup de territoires étaient de vastes déserts ou des plaines propices aux chevaux. La plupart des forces mongoles étaient à cheval. Ce paysage a aidé l'Empire de deux manières. 1. Il était rapide à traverser, et 2. Il n'y avait pas beaucoup de gens dedans, étant peu peuplé et donc plus facile à conquérir, de manière très similaire à ce que nous avons vu se passer avec la Russie. Gengis Khan est mort en 1227. À ce moment-là, l'empire mongol régnait de l'océan Pacifique à la mer Caspienne, un empire 2 fois plus grand que celui des Romains, et pourtant il a continué à grandir pendant un certain temps. L'empire a commencé à se diviser en raison de guerres de succession, alors que les petits-enfants de Gengis Khan se disputèrent le pouvoir. Alors que l'empire mongol s'effondrait, son territoire a été divisé entre de nombreux autres États qui en ont hérité, certains étant suffisamment grands pour se considérer comme des empires à part entière. Dans le cas des Mongols, c'était la dynastie Yuan, dont nous avons déjà parlé, mais aussi la Horde d'Or, le Khanat de Chagatai et l'Ilkhanat. Et enfin, le plus grand empire de l'histoire du monde, l'Empire britannique. L'Empire britannique est similaire à un seul sur cette liste, en termes de sa nature, celui des Portugais, car c'était un empire entièrement colonial. Étant une île, après avoir conquis la Grande-Bretagne et temporairement l'Irlande, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. L'expansion continentale n'a jamais été une option à cause de l'eau. Cependant, les Britanniques étaient très différents des Portugais dans leur empire colonial, non seulement en raison de sa taille immensément plus grande, mais aussi de son mode de gouvernance. Un gros problème que les Portugais avaient était le manque de population pour coloniser efficacement les terres qu'ils atteignaient, et par conséquent, de grandes armées pour conquérir totalement les dirigeants locaux. C'est pourquoi ils ont opté pour les comptoirs commerciaux dans la plupart des cas. Mais les Britanniques n'avaient pas ce problème. Et donc, alors que leur empire a commencé avec de simples possessions et des comptoirs commerciaux établis par l'Angleterre, il a rapidement grandi pour avoir des dominions officielles, des colonies, des protectorats et des mandats. Une organisation bureaucratique comme presque aucune autre. En 1913, l'Empire britannique régnait sur 412 millions de personnes, soit 23% de la population mondiale de l'époque, couvrant environ un quart du monde. En conséquence, son héritage politique, juridique, linguistique et culturel est très répandu. L'expression « l'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais » était souvent utilisée pour décrire l'Empire britannique, car sa portée autour du globe signifiait que le soleil brillait toujours sur au moins l'un de ses territoires. D'abord, ils ont consolidé leur règne en Amérique du Nord à travers une série de guerres contre la France, puis à travers la Compagnie des Indes orientales, ils ont conquis le Bengale de l'Empire moghol, commençant leur domaine de l'Inde, ils ont fait un assez grand pas en arrière avec l'indépendance des 13 colonies, mais cela ne les a pas ralentis ailleurs. Surtout parce qu'après avoir vaincu Napoléon au début des années 1800, ils ont consolidé leur place en tant que plus grande puissance navale du monde. Et je pense que c'était un élément clé dans la croissance et le maintien de leur empire, la puissance presque inégalée de la Royal Navy. D'autres éléments importants qui ont permis la grande expansion étaient la technologie, car la révolution industrielle a commencé en Grande-Bretagne, le fait qu'ils avaient une stabilité interne raisonnable et aussi l'organisation administrative qu'ils avaient, en organisant leur territoire et en déléguant des compétences, notamment via la Compagnie des Indes orientales. Et grâce à ces facteurs et à bien d'autres, ils ont pu s'étendre immensément. Regardez la carte. À un moment, ils ont régné sur toutes ces terres. D'environ un tiers de l'Amérique du Nord, la moitié des Caraïbes, la moitié du Moyen-Orient, cette bande entière de l'Afrique du Suez au Cap, l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, la Birmanie, une grande partie de l'Asie du Sud-Est, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Sans oublier les diverses, à travers les océans, les villes commerciales en Chine et leurs possessions stratégiques en Méditerranée, Gibraltar, Malte et Chypre. Et l'incroyable chose à propos de l'Empire britannique est que, malgré le fait qu'il ait été fortement combattu par les locaux, qui étaient opprimés et explorés par les Britanniques, ils ont réussi à conserver une grande partie de celui-ci jusqu'à la période de décolonisation du XXe siècle. Et beaucoup de ces plus grandes colonies, comme le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, entretiennent des relations extrêmement étroites avec les Britanniques aujourd'hui, certains comptant même le monarque britannique comme leur chef d'État, et presque tous faisant partie de l'organisation du Commonwealth britannique. Il existe également quelques exemples de très grands et célèbres empires qui ne figurent pas dans le top 10 en termes de taille, mais en raison de leur importance énorme dans l'histoire du monde, ils ne pouvaient pas passer inaperçus. Parmi ceux-ci figurent l'Empire du Japon, l'Empire romain, l'Empire ottoman et l'Empire macédonien d'Alexandre le Grand.
Si vous aimez l'un de ceux mentionnés et voulez que je fasse une vidéo détaillée dessus, dites-le moi. Alors, c'était un aperçu rapide des plus grands empires du monde à travers l'histoire. Aucun d'entre eux n'a résisté jusqu'à aujourd'hui, bien que tous aient contribué à la façon dont notre monde a été façonné. Certains ont existé en conséquence des autres, certains ont ouvert la voie pour que d'autres puissent être créés, et certains ont même coexisté et se sont unis et séparés à certains moments. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous si vous voulez, à la prochaine pour plus de connaissances générales.